Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux ondes électromagnétiques et au compteur Linky. Comment s'en prémunir? Au sommaire de cette présentation, nous allons retrouver tout d'abord évidemment la présentation de l'association AHEVT. Je vais me présenter pendant quelques instants également, de manière à ce que vous sachiez à qui vous avez affaire, entre guillemets. Le champ électromagnétique et le vocabulaire associé. Quelles sont les sources de champs électromagnétiques, les risques associés, comment peut-on les mesurer et comment s'en prémunir? Enfin, à titre de conclusion, nous verrons ensemble quelques liens vers des sites web intéressants. J'ai fondé l'association AHEVT, qui signifie Association Harmonie Espace de Vie et de Travail, à la fin de l'année 2014. Son objectif essentiel est de sensibiliser les personnes à l'environnement, donc aussi bien de vie, c'est-à-dire l'habitat, que de travail, les locaux professionnels. Cette sensibilisation peut se faire au travers de réunions d'information, donc en l'occurrence la plupart du temps mensuelles, mais aussi de balades d'observation, donc au gré de la météo naturellement, dans des villes autour de Rennes et en Ille-et-Vilaine essentiellement. Une page Facebook est dédiée à l'association, donc vous pouvez y retrouver toute l'actualité qui paraît sur le site web au niveau de la page Facebook. Vous trouverez très facilement l'adresse URL du site web. Vous tapez AHEVT sur votre moteur de recherche préféré et vous tomberez directement sur le site de l'association. À titre d'information, le montant de l'adhésion annuelle pour l'année 2016 est de 12 € et nous permet donc par ce soutien financier justement de nous accompagner dans la sensibilisation et l'organisation de réunions d'information sur les sujets propres à notre environnement. Je vais donc me présenter maintenant, Isabelle Gillet. Je suis consultante en harmonie d'espace privé et professionnel, c'est-à-dire plus clairement consultante en Feng Shui traditionnel, et je suis également géobiologue et magnétiseur. J'ai fondé mon activité Sérénité Habitat en 2010 et une seconde activité intitulée Efficience Pro en 2015. Autant Sérénité Habitat est dédiée quand même assez principalement aux habitats et aux locaux professionnels, autant Efficience Pro va avoir pour objectif l'accompagnement vers un mieux-être professionnel. Je vous invite à aller sur les sites web respectifs de ces deux activités si vous le souhaitez, Sérénité Habitat et Efficience Pro. Je suis donc également la fondatrice et la présidente de l'association AHEVT, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants. Alors concrètement, mon parcours a été jalonné d'expériences diverses et variées, avec tout de même au départ une formation initiale en électronique, donc bac et études supérieures en électronique, qui m'ont permis de travailler auprès de grands comptes dans l'industrie et au niveau de sociétés de services informatiques pendant plus de 25 ans. Ces dernières années, je suis devenue électrosensible. Nous allons en parler un petit peu plus loin, de manière à vous expliquer de quoi il s'agit. Et donc, comme je le disais en préambule de la présentation de ce slide, je suis consultante diplômée en Feng Shui traditionnel, géobiologue. J'anime régulièrement des ateliers, des stages, des conférences autour de ces thématiques et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces disciplines que sont le Feng Shui et la géobiologie. Mon dernier ouvrage paru en 2013 s'intitule « Guérir son habitat avec le Feng Shui et la géobiologie » et vous pouvez le retrouver, il est disponible à la commande directement sur le site web de Sérénité Habitat. Nous allons parler maintenant concrètement des champs électromagnétiques et du vocabulaire associé. En effet, ces champs électromagnétiques, donc on peut synthétiser sous les initiales CEM, sont constitués donc de champs électriques, CE, de champs magnétiques, CM. En fait, comment ça fonctionne? Dès lors qu'un champ électrique circule donc dans un câble, il génère un champ magnétique. C'est pour ça que très fréquemment, on associe les deux, donc champ électromagnétique. Vous pouvez également trouver le terme onde électromagnétique, OEM. C'est exactement la même chose. On parle également de pollution électromagnétique, d'électrosmog
ou de brouillard électromagnétique. Là encore, c'est la même chose. On parle des ondes électromagnétiques avec la connotation nuisance, donc en tant que pollution. Au niveau de la téléphonie mobile, on utilise le terme DAS, D-A-S, qui signifie débit d'absorption spécifique. Ce taux DAS est donc visible pour la vente de tous les téléphones portables, donc en magasin ou sur site internet. C'est une obligation donc légale d'afficher le taux DAS. En fait, en quelques mots, il faut que ce taux DAS soit le plus faible possible, de manière à ce que les effets thermiques du téléphone mobile, donc du téléphone portable que vous allez porter à côté de votre oreille, près de votre tempe, soient le moins puissants possible. Donc lorsque vous choisissez un téléphone portable, vous le choisissez avec un taux DAS le plus faible possible. Les zones blanches maintenant, alors c'est pareil, les zones blanches, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ce sont des zones qui sont difficiles d'accès en fait aux ondes de type hyperfréquence pour la téléphonie mobile et donc où il est difficile de capter les appels téléphoniques par la téléphonie mobile. Alors, les opérateurs télécoms font bien sûr en sorte que ces zones blanches soient le moins nombreuses possible. Donc, effectivement, ils essayent de faire en sorte que ces zones blanches disparaissent. Malheureusement, comme il y a de plus en plus de personnes qui deviennent électrosensibles ou hypersensibles, c'est-à-dire qui sont sensibles aux champs électromagnétiques notamment, eh bien ces personnes recherchent les zones blanches, c'est-à-dire des zones sans champ électromagnétique. Et donc d'un côté, nous avons les opérateurs télécoms et puis des communes et des villes pour faire plaisir naturellement à leurs concitoyens font en sorte que ces zones blanches diminuent. D'un autre côté, nous avons les électrosensibles ou hypersensibles qui, eux, recherchent des zones blanches pour pouvoir s'y installer sans maux de tête et sans symptômes tels que nous allons le voir juste après. Il est également important de faire le distinguo entre les champs électromagnétiques dits terrestres et les champs électromagnétiques artificiels créés par l'homme. Autant les champs électromagnétiques terrestres donc, sont absolument indispensables à notre survie sur Terre. Ces champs-là se manifestent par exemple avec l'indication du nord sur une boussole, pour schématiser de manière très simple, autant les champs électromagnétiques artificiels créés par l'homme constituent une nuisance pour notre santé. Je vous présente ici la frise représentant l'ensemble des champs qui existent au niveau des fréquences. Donc en commençant par tout à gauche la zone des basses fréquences, en allant vers les hautes fréquences, avec un distinguo qui se fait entre les ondes dites non ionisantes, donc c'est une grande partie qui va jusqu'à donc vous voyez la petite zone mentionnée en bleu en haut du schéma, et les ondes dites ionisantes qui sont la dernière partie à droite et qui relèvent davantage en fait du travail militaire, des rayons X, des rayons gamma et toutes ces choses-là. Donc nous, par rapport au travail et aux explications donc, sur les champs électromagnétiques, nous allons nous intéresser essentiellement aux champs électromagnétiques non ionisants. Donc vous retrouvez ici la frise précédente zoomée sur tout ce qui est ondes non ionisantes. Alors on va commencer par les explications qui sont situées en bas du schéma, avec un distinguo de basse fréquence, haute fréquence. Les basses fréquences vont de 0 à 30 kHz et les hautes fréquences, HF, de 30 kHz à 300 GHz. Vous pouvez également noter que les hyperfréquences donc, sont comprises entre 300 MHz et 300 GHz. Les hyperfréquences font donc partie des hautes fréquences. Autre terme, radiofréquences. Donc les radiofréquences commencent très légèrement dans les basses fréquences pour aller jusqu'à la fin des hyperfréquences ou des hautes fréquences. Alors maintenant également, donc tout ce qui est communication sans fil, on va retrouver donc tout en haut à droite les DECT qui correspondent
à la téléphonie sans fil qui sont à l'intérieur de nos habitats ou de nos locaux professionnels, DECT. On va retrouver les connexions WiMAX et Wi-Fi pour Internet. Nous allons retrouver également la technologie Bluetooth, donc également une technologie de communication sans fil. Donc ça nous fait penser aux oreillettes, mais aussi aux appareils qu'on peut connecter en voiture, aux haut-parleurs, aux enceintes Bluetooth pour notre téléphone portable, etc. Donc vous voyez que ces différentes communications sans fil, en fait, se font par l'intermédiaire de fréquences qui sont assez proches si vous suivez les flèches. Sur la partie gauche du schéma, on va retrouver la téléphonie mobile, donc 3G, 4G, la 5G qui arrive. Également, si vous suivez les flèches, vous voyez que tout ça se regroupe sur une zone de fréquence assez proche. Le CPL, courant porteur en ligne, se situe, lui, si vous dressez une ligne verticale entre la zone de fréquence et la signification en bas, vous verrez que donc, le CPL fait partie des radiofréquences. Enfin, la radio FM se situe donc juste après, vous suivez la flèche pour bien comprendre. Alors l'intérêt de cette frise-là, c'est vraiment de vous faire comprendre ce que sont les basses fréquences, les hautes fréquences, les radiofréquences, les hyperfréquences, où se situe la téléphonie mobile, où se situe la communication sans fil réalisée donc, par Wi-Fi, Bluetooth, DECT, et de bien voir où se situe le CPL. Maintenant, nous allons parler des sources de champs électromagnétiques. Donc évidemment, ces sources sont très nombreuses. Si l'on regarde tout d'abord à l'extérieur, bien évidemment, nous allons retrouver les pylônes à très haute tension, les transformateurs de quartier, mais également les antennes relais, les radars civils et militaires, et peut-être une source à laquelle on ne fait pas forcément attention, ce sont les hôpitaux, gendarmerie, les pompiers, les taxis, les ambulanciers. Toutes ces structures-là ont en fait des antennes de communication sur des fréquences bien précises et qui émettent des champs électromagnétiques, en l'occurrence haute fréquence, donc qui sont disséminés dans notre environnement direct. Au niveau des champs électromagnétiques à l'intérieur maintenant, nous pouvons faire la distinction entre les champs électromagnétiques basse fréquence et les champs électromagnétiques haute fréquence. Donc les champs électromagnétiques basse fréquence sont émis par les appareils électriques. Je vous ai expliqué tout à l'heure que dès lors qu'un champ électrique circule, nous avons émission de champs magnétiques. Donc ce fonctionnement-là va se retrouver pour tout ce qui est lampes, évidemment, les appareils Hi-Fi, les téléviseurs, grille-pains, bouilloires, radio-réveil, etc. Dès lors que vous mettez en fonctionnement un appareil électrique sur une prise et qu'il y a circulation d'électricité, donc de champs électriques, nous aurons génération de champs magnétiques. Et cela même parfois lorsque les appareils sont éteints mais seulement branchés, nous avons la mesure de champs électromagnétiques sur ces appareils. Ensuite, les champs électromagnétiques dits haute fréquence, on va retrouver les boîtiers internet, les fours micro-ondes, les téléphones portables bien évidemment, mais surtout les téléphones sans fil dans notre habitat. Il y a aussi les babyphones, écoute-bébé, qui fonctionnent aussi sur cette technologie-là. Les alarmes hyperfréquences, auxquelles on ne pense pas forcément. Donc les solutions simples, mais nous allons y revenir juste après, se tenir à une distance suffisante pour ne pas être impacté, ou bien carrément supprimer ces sources de champs électromagnétiques à l'intérieur de nos habitats. Alors quels sont les risques associés à ces champs électromagnétiques ? Les symptômes peuvent être très variés et vont bien sûr être différents suivant les personnes. Nous sommes tous différents, donc l'impact d'une nuisance sur les personnes va être différente selon notre organisme. Alors, on peut retrouver des symptômes assez courants dans ce cas de figure, que sont les acouphènes, la fatigue chronique, les maux de tête, éventuellement chaleur, picotement, fourmillement lorsqu'on téléphone, ou encore des douleurs articulaires. Au bout d'un certain temps, ces symptômes vont se transformer en risque pour notre santé et nous n'hésitons pas à dire que ça peut aller jusqu'au cancer, leucémie, troubles respiratoires, évidemment l'électrosensibilité, autisme,
fausse couche, la qualité des spermatozoïdes et donc les conséquences sur la fertilité, et des troubles de la vue et de l'audition. Les métiers à risque, eh bien, ce sont les métiers d'informaticien, de standardiste, d'opérateur en call center et les électriciens. On voit très bien au travers des explications qui ont précédé que ces populations-là sont des métiers à risque parce que soumis en permanence à des champs électromagnétiques. Selon les études prospectives, une personne sur 3 en 2017 sera devenue électrosensible. C'est juste énorme. Et les femmes et les enfants sont les plus sensibles, y compris fœtus, donc dans le ventre de leur maman. Alors, cette notion d'électrosensibilité ou d'hypersensibilité, il faut bien comprendre qu'en fait, en fonction des personnes, cela mettra plus ou moins de temps. Une personne, par exemple, X, pourra devenir électrosensible au bout de 2-3 ans soumise à un certain taux de champ électromagnétique. Une autre mettra peut-être 5 ou 6 ans avec une moindre exposition. Nous sommes tous différents, mais à partir du moment où nous devenons électrosensibles, nous ne pourrons plus jamais ne plus l'être. Et ça, c'est extrêmement important d'en prendre bien conscience, parce que une fois devenus électrosensibles, même au plus petit niveau, eh bien, nous ne pourrons plus jamais ne plus être sensibles au champ électromagnétique. Et si nous parlions des assurances maintenant, clairement, les assureurs ne souhaitent plus assurer. En tout cas, ce dommage-là. Depuis 2003, ils ont pris soin d'inscrire en toutes lettres dans les contrats qu'ils se désengagent des dommages de toute nature liés aux champs et ondes électromagnétiques vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile, en l'occurrence. Les dégâts liés aux ondes ont donc acquis le même statut que ceux causés par l'amiante à l'époque. Ils sont inassurables, même dans la catégorie grand risque. Les ondes figurent d'ailleurs dans la catégorie 2B des agents cancérogènes possibles, définis par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, tout comme le furent préalablement l'amiante, qui est désormais en niveau 1, et le plomb, qui est en niveau 2A. Alors comment fait-on pour mesurer ces champs électromagnétiques ? Eh bien c'est extrêmement simple. Évidemment, ces mesures de champs électromagnétiques ne peuvent se faire que sur place. Nous disposons, donc moi en l'occurrence en tant que géobiologue, lorsque je réalise un diagnostic habitat, eh bien je fais la recherche des nuisances en place par différents moyens, et la mesure des champs électromagnétiques se fait bien évidemment grâce à des appareils électroniques dédiés. Donc on va pouvoir mesurer les niveaux de champs électromagnétiques de type basse fréquence et les champs de type haute fréquence. Donc l'ensemble de la plage des fréquences de la frise que je vous ai indiqué tout à l'heure dans les ondes non ionisantes va être parcouru de manière à s'assurer en l'occurrence de l'éloignement nécessaire de ces appareils par rapport à vous pour préserver votre santé. Alors, l'important n'est pas de faire du catastrophisme, il faut simplement être vigilant et se prémunir de ces champs électromagnétiques dans la mesure où on peut le faire. Alors, on peut s'en prémunir à l'extérieur d'une certaine manière, à l'intérieur de d'autres. Dans tous les cas de figure, l'éloignement est le conseil le plus simple, le plus facile à appliquer et bien évidemment non coûteux. Donc à partir du moment malgré tout où la distance minimum n'est pas respectée, eh bien nous allons devoir mettre en place des solutions. Alors par rapport aux pylônes et lignes haute tension et très haute tension, il est préconisé donc au niveau de l'habitat sain une distance minimum de 350 mètres pour un pylône très haute tension, 6 à 8 mètres pour un transformateur de quartier. Et lorsque ces distances ne sont pas respectées, eh bien, il faut savoir que les champs électriques peuvent être diminués par la présence d'un obstacle entre votre habitat ou votre local professionnel et la source d'émission. Donc en l'occurrence, s'il y a une haie d'arbres, des arbustes, un muret ou un autre bâtiment entre vous
et ces fameux pylônes, eh bien les champs électriques vont diminuer. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où les champs électriques diminuent, les champs magnétiques diminuent aussi. Donc au niveau de la présence des pylônes de haute tension ou très haute tension, il est possible d'installer cette solution-là. Alors après, à voir dans votre configuration si il est possible d'installer une haie d'arbre ou un muret ou une bâtisse entre vous et les pylônes. Concernant les solutions des champs électromagnétiques à l'intérieur, que ce soit basse fréquence ou haute fréquence, eh bien, il faut respecter des distances entre les appareils et vous-même. On donne comme exemple pour un radio-réveil une distance d'à peu près 40 cm. Alors après, évidemment, ça va dépendre de chaque appareil. Ça, c'est justement ce qu'on peut mesurer au travers d'un diagnostic habitat. Mais en moyenne, on va retrouver une distance de 40 cm à respecter pour un radio-réveil. Et pour un téléphone sans fil de type DECT, en ce qui concerne la base, c'est-à-dire le premier téléphone sans fil de la série de 2 ou 3 que vous avez acheté, il faut respecter une distance de 1,20 m, 1,40 m à peu près. Concernant la protection contre les champs électromagnétiques de type haute fréquence issus de l'extérieur, eh bien, il y a des solutions maintenant qui existent sur le marché. En l'occurrence, il y a ce qu'on appelle des peintures au carbone ou graphite. Donc ces peintures, vous pouvez les appliquer sur les murs à l'intérieur de votre habitat et cela évitera donc aux champs électromagnétiques haute fréquence de pénétrer à l'intérieur de votre habitat par le biais des murs. Donc c'est une solution qui peut être proposée par exemple si vous habitez à proximité d'antennes relais. Au niveau des fenêtres, alors si vous ne voulez pas changer vos fenêtres, vous pouvez donc placer des voilages métallisés anti-ondes haute fréquence. Donc ces voilages, alors c'est pas forcément inesthétique, hein, il y a un petit peu de tout maintenant. Les prix restent encore élevés, mais en tout cas c'est une solution pour les gens qui sont électrosensibles et donc qui permet de vous préserver du passage des ondes HF par les fenêtres. Alors, il semblerait que désormais il existe également maintenant des fenêtres avec des vitres qui protègent, qui permettent d'avoir un filtre des ondes haute fréquence à l'intérieur même du verre. Donc c'est une solution qui est certainement onéreuse, mais plus il y aura de personnes à en acheter évidemment, et plus la fabrication sans doute baissera en termes de prix. Donc en fait l'objectif pour se protéger des champs électromagnétiques de type HF extérieur consiste à réaliser en quelque sorte une cage de Faraday, à transformer votre habitat ou votre local professionnel en cage de Faraday. L'avantage c'est donc que l'on se protège des ondes issus de l'extérieur. Par contre, il faut faire bien attention en fait à ne pas générer soi-même à l'intérieur du local ou de l'habitat de nouvelles ondes ou de nouveaux champs électromagnétiques, car sinon la solution bien évidemment ne pourra pas fonctionner. Quelques conseils maintenant concernant l'utilisation des téléphones portables. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, au niveau du taux DAS, donc les téléphones portables ont un effet thermique au niveau de notre crâne, de notre cerveau. Donc la solution première déjà à utiliser, c'est d'éloigner le téléphone portable de notre oreille. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant comme ça que l'on va éloigner donc ce petit appareil qui est en fait une mini antenne relais, si je schématise. Donc cette petite antenne relais que constitue le téléphone portable, eh bien on va l'éloigner de notre cerveau. On va aussi l'éloigner de notre cœur, notamment pour les personnes qui portent un pacemaker. Et on va donc pouvoir utiliser pour pouvoir téléphoner, bien évidemment. Alors, soit le kit piéton qui est fourni systématiquement avec votre téléphone portable, soit vous faites comme moi, vous ne répondez au téléphone qu'à partir du moment où vous pouvez le mettre en mode haut-parleur. À ce moment-là, le téléphone est posé devant vous, il n'est pas près de votre cerveau ni près de votre cœur et vous pouvez parler tout à fait facilement. C'est même extrêmement pratique pour pouvoir prendre des notes. Alors, il est important aussi de savoir qu'il ne faut pas se déplacer en téléphonant, c'est-à-dire que quand vous téléphonez, vous restez à un endroit fixe.
vous ne marchez pas ou vous ne téléphonez pas en voiture. Pourquoi ? Parce que, en fait, à partir du moment où vous vous déplacez, eh bien, la petite antenne relais qu'est le téléphone portable va chercher une grande antenne relais pour communiquer, et donc elle va chercher un point le plus proche par rapport à votre forfait. Donc à partir de là, si vous vous déplacez, eh bien ça va chercher en permanence. Et c'est justement le fait de rechercher le signal qui le rend plus puissant. Donc désormais, vous ne téléphonez plus en marchant ni dans la voiture. Je vous ai parlé du TAS, je vous ai parlé de respecter une distance par rapport à un pacemaker. Donc voilà les principaux conseils au niveau des téléphones portables. Parlons maintenant de l'installation électrique. Dans la majorité des installations électriques classiques, nous n'avons pas utilisé une installation avec un câblage blindé. Le câblage blindé apporte quelque chose d'extrêmement bénéfique, c'est que en fait justement la circulation des champs électriques dans les câbles ne va pas pouvoir être mesurée à l'extérieur du câblage blindé. En clair, nous n'avons plus d'émissions de champs électromagnétiques dans l'habitat ou dans le local professionnel à partir du moment où l'installation a été blindée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place évidemment sur une construction. Si vous avez le souhait et le budget, puisqu'évidemment cette installation électrique blindée, elle est un petit peu plus onéreuse qu'une installation électrique classique. Mais vous pouvez donc le faire dans un projet de construction, et vous pouvez aussi le faire éventuellement dans une pièce qui serait en rénovation, ou alors sur une extension d'un habitat ou d'un local professionnel. Au niveau toujours des câbles électriques, alors on évitera le classique rallonge derrière la tête de lit, qui nous permet de relier par exemple une prise électrique à des lampes électriques placées de part et d'autre de notre lit. Donc à ce moment-là, plutôt que d'utiliser une rallonge derrière la tête de lit, si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien vous allez pouvoir acheter une rallonge blindée. Une autre solution va consister à installer ce qu'on appelle un module IAC, interrupteur automatique de champ, qui s'installe au niveau du compteur. Ce module IAC a la particularité en fait de mettre en veille la circulation de l'électricité dans une pièce en particulier et de la réactiver à partir du moment où vous redemandez un appel d'électricité en activant un appareil électrique. Concrètement, admettons que nous ayons installé un IAC qui soit raccordé à votre chambre à coucher, vous éteignez la lumière, voilà, plus aucun appareil ne fonctionne dans la pièce, à ce moment-là, l'IAC met en veille l'électricité dans la pièce. Donc il n'y a plus d'émission de champs électromagnétiques. Vous voulez vous lever au milieu de la nuit, vous appuyez sur l'interrupteur de votre lampe, et bien aussitôt l'électricité revient, et donc évidemment les champs électromagnétiques reviennent également, mais en tout cas c'est un fonctionnement qui est extrêmement pratique lorsqu'on peut isoler une pièce au niveau de l'installation électrique et installer un IAC sur le compteur. Une autre solution que je vous recommande, c'est le renforcement de la prise de terre. À partir du moment où vous abaissez la résistance de la prise de terre, eh bien celle-ci aura une capacité plus grande d'évacuer les champs électromagnétiques vers la terre. Cela signifie aussi qu'à partir du moment où vous avez des masses métalliques importantes dans votre habitat, alors c'est particulièrement vrai pour les habitats qui ont une structure métallique, il faut absolument que les structures métalliques soient mises à la terre si vous ne voulez pas que la structure métallique complète de l'habitat émette des champs électromagnétiques, comme j'ai pu le constater sur des maisons neuves, dans des lotissements autour de Rennes. Donc la totalité de l'habitat émettait des champs électromagnétiques par rapport à justement un problème de prise de terre qui n'avait pas été correctement réalisé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'installation électrique peut être tout à fait aux normes.
mais cependant émettre des champs électromagnétiques puisque ça ne fait pas partie des normes. Il n'est pas indiqué dans les normes de, d'installation électrique de réduire les champs électromagnétiques. Vous allez également vous méfier des radiateurs électriques type convecteur radiant. Il y en a différentes catégories et à ce moment-là, il faut que vous regardiez la catégorie qui émet le moins de champs électromagnétiques. Une petite astuce également au niveau des lampes, il faut savoir que les interrupteurs de lampes sont majoritairement unipolaires, c'est-à-dire que en fait, l'électricité circule dans la lampe, y compris lorsqu'elle est éteinte. Donc, soit vous utilisez vous remplacez vos interrupteurs unipolaires par un interrupteur bipolaire, soit vous achetez un petit tournevis qui permet d'indiquer donc la circulation ou non de l'électricité dans le câble et de retourner la fiche de la prise de la lampe au niveau de la prise murale. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur harmoniedespace@gmail.com. Concernant les boîtiers internet maintenant. Alors oui, je sais, peut-être que ça va faire bondir un certain nombre d'entre vous, mais la meilleure des solutions, c'est une installation filaire type Ethernet, comme nous avions l'habitude de le voir ou encore aujourd'hui dans les locaux professionnels. Mais c'est le seul moyen de ne pas avoir de champ électromagnétique de type haute fréquence diffusé par les boîtiers Internet. Si vous ne souhaitez pas partir sur cette configuration-là, vous allez veiller à désactiver le Wi-Fi pendant la nuit ou voire même éteindre la box pendant la nuit. D'une façon générale, vous devez éloigner ce boîtier Internet d'environ 1,80 m à 2 m de vous. Donc évidemment pas de boîtier Internet dans la chambre à coucher. Et si possible, donc respectez toujours cette distance d'1,80 m à 2 m par rapport à vous. Alors comme les gens sont de plus en plus au courant naturellement de la nocivité du Wi-Fi, surtout lorsqu'il y a des amplificateurs ou ce genre de petits boîtiers qui sont rajoutés, eh bien les solutions CPL pour l'intérieur de l'habitat se sont multipliées. Vous allez trouver ça très facilement dans les rayons de magasins multimédia. Malheureusement, ces solutions CPL ne sont pas la panacée, voire même plus embêtantes et plus nuisibles que le Wi-Fi. En effet, là encore, le CPL, donc courant porteur en ligne, utilise l'installation électrique pour véhiculer une information informatique et l'installation électrique n'est pas prévue pour ça. Alors, si vous avez la chance d'avoir une installation électrique blindée, aucun problème pour utiliser CPL. Maintenant, pour la majorité des installations électriques, les solutions CPL sont particulièrement nuisibles car en fait cette technologie-là, si vous voulez, on utilise, comme je le disais, l'installation électrique pour diffuser ce qu'on appelle des courants pulsés, c'est-à-dire des signaux, voilà, qui viennent, qui s'arrêtent, qui viennent, qui s'arrêtent, qui viennent, qui s'arrêtent. Et notre organisme déteste ce type de signaux envoyés en permanence dans notre environnement. Vous pouvez avoir entendu parler de l'utilisation de plantes vertes pour diminuer les champs électromagnétiques. Alors là, vous y croyez ou non, en tout cas je les préconise parce que de toute façon ça nous apporte des ions négatifs. Il faut savoir qu'en fait tous les appareils électriques génèrent des ions positifs. Or, les ions positifs sont mauvais pour notre santé et nous avons besoin d'ions négatifs. Donc le fait d'introduire des plantes vertes dans nos locaux, à l'intérieur de nos habitats ou nos locaux professionnels, va permettre de générer ces ions négatifs et donc de contrer les ions positifs générés par les appareils électriques, notamment les climatisations. Alors, petit clin d'œil, on peut entendre parfois parler de l'effet des cactus. Les cactus n'ont aucun effet positif sur l'émission des champs électromagnétiques. Alors, également, il faut bien comprendre que ça ne va pas diminuer ni supprimer les émissions de champs électromagnétiques, de mettre des plantes dans un environnement. Par contre, ça va contrer en quelque sorte leur effet sur notre santé.
Il existe des facteurs aggravants à cet impact des champs électromagnétiques sur notre santé. En l'occurrence, ce qui a été mis en avant par un chirurgien dentiste, alors il n'est pas le seul bien évidemment, mais bon, donc, il parle particulièrement bien du sujet, qui est le docteur Dieuze, dans son livre « Libérez-vous des matières parasites ». Il a mis en effet en évidence l'incidence de la présence de matières métalliques dans la bouche, comme les amalgames, les couronnes, etc., sur l'électrosensibilité de patients, et ce par le biais de tests simples de kinésiologie et de réactions musculaires. En effet, le fait d'avoir ces éléments métalliques en nous, donc dans la bouche au niveau des dents, ou bien les implants cardiaques, ou bien une broche métallique, va faire une résonance particulière des champs électromagnétiques directement à l'intérieur de notre organisme. Donc attention, encore plus, soyez encore plus vigilants si vous avez à l'intérieur de votre organisme des métaux, l'effet des champs électromagnétiques en sera encore augmenté. Maintenant que vous avez bien compris ce que sont les champs électromagnétiques et le vocabulaire associé, nous allons pouvoir parler des fameux, je vais dire fameux compteurs dits intelligents. Alors, ces compteurs sont dits intelligents parce qu'ils ont la capacité de communiquer justement par des technologies, notamment GPRS et CPL. Nous allons le voir en détail. Commençons d'abord à parler de ce fameux compteur Linky, petit boîtier vert au nom fort sympathique, mais pour lequel de nombreuses interrogations peuvent se poser tout à fait légitimement. Alors, comment ça fonctionne ? Alors vous avez un schéma que je vous ai indiqué donc sur cette diapo qui représente les différents modules de la technologie des compteurs Linky. Alors vous trouvez sur la gauche le compteur Linky qui va être associé à votre habitat ou local professionnel. Admettons que ce boîtier soit situé dans votre maison, et donc pas à l'extérieur. Donc il y a plusieurs moyens. Effectivement, les compteurs peuvent être installés directement dans l'habitat, ils peuvent être installés dans une borne à l'extérieur. Pour les appartements, ils seront généralement donc situés dans le couloir de l'étage où se situe votre appartement. Donc si nous prenons l'exemple de la maison, donc le compteur Linky est installé en remplacement de votre compteur actuel dans votre maison, mettons dans le garage. Ce fameux compteur Linky va communiquer vers ce qu'on appelle un concentrateur de quartier par la technologie CPL. Donc il va communiquer dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il envoie des informations au concentrateur et le concentrateur lui envoie des informations. Donc c'est dans les deux sens, d'où les deux flèches que vous pouvez voir, les deux flèches bleues que vous pouvez voir sur le schéma. Donc les concentrateurs de quartier, où est-ce qu'ils vont être situés ? Dans la majorité des cas, ça va être au niveau des transformateurs de quartier. Donc on ne les verra pas, ils seront situés dans le transformateur de quartier. Ensuite, de ce transformateur de quartier vers l'antenne relais EDF, eh bien, ça va communiquer par GPRS, donc c'est-à-dire la même technologie que celle de la téléphonie portable. Ensuite, donc ça part vers des antennes EDF. Alors, au niveau du boîtier, donc on revient sur la partie gauche, le compteur Linky donc reçoit le CPL du concentrateur et contrairement à ce qu'on peut lire sur les commentaires de RDF, le CPL naturellement ne s'arrête pas à la porte du compteur, mais va être diffusé à l'intérieur de l'installation électrique, justement pour pouvoir mesurer votre consommation, non pas en temps réel, puisque la consommation pour le moment est relevée de la veille, donc on peut consulter la consommation de la veille et non pas en temps réel d'un appareil qui fonctionne. Donc pour pouvoir mesurer cette consommation sur les différents appareils, j'ai vu une petite vidéo qui a été faite par RDF et qui nous montre bien appareil par appareil ce qu'on peut obtenir comme courbe de mise en route et d'arrêt des appareils électroménagers. Vous vous doutez bien que pour pouvoir fonctionner, évidemment, c'est en permanence. Donc on ne peut pas juste prendre la mesure pendant quelques secondes dans une journée pour savoir si votre appareil a été mis en route ou éteint.
Donc le CPL va bien se diffuser sur la totalité de l'installation électrique, 24 heures sur 24, communique avec le concentrateur de quartier par CPL. Alors il faut savoir que le boîtier par lui-même, ou le CPL par lui-même, ça diffuse sur un rayon d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, dans chaque rue, à chaque maison qui a son boîtier Linky, eh bien, on a déjà un rayonnement de CPL de 2 mètres jusqu'au concentrateur de quartier. Ensuite, de ce concentrateur de quartier vers l'antenne relais EDF, eh bien, nous avons émission de champs électromagnétiques hyperfréquences supplémentaires à ceux de la téléphonie mobile déjà existants. Donc il faut aussi comprendre que ces concentrateurs de quartier vont être par milliers installés, quand je dis milliers, ça va être même bien plus que ça, de manière à pouvoir utiliser cette technologie. Et les antennes relais ERDF ne sont bien évidemment pas les antennes relais des opérateurs télécoms. Donc ça veut dire qu'il y aura un certain nombre d'antennes relais supplémentaires qui vont être implantées dans notre environnement. En haut de cette diapo, vous retrouvez en fait la configuration de ce qu'est la technologie CPL. Donc on envoie en fait un signal pulsé sur l'installation électrique de réseau 50 Hz. Et donc on obtient un signal modulé. C'est-à-dire qu'en permanence, le signal va être pulsé, c'est-à-dire si vous connaissez un petit peu la notion de binaire en informatique, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en permanence. Donc on obtient ce signal modulé comme c'est indiqué sur le petit schéma. Un des arguments mis en avant par ERDF consiste à indiquer que la communication CPL ne dure que quelques minutes par jour. Oui, c'est peut-être, là je suis d'accord, ça peut être quelques minutes par jour, mais c'est au total, parce qu'en fait le signal est envoyé, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à raison de centaines de fois de quelques microsecondes. Donc évidemment, au total, ça représente seulement quelques minutes, mais c'est un envoi continu, 24 heures sur 24, sous la forme de signaux radiofréquences intermittents. Il suffit d'un peu de bon sens. Comment pourrait-on connaître à distance quand est-ce qu'un appareil électroménager est mis en route ou éteint si l'émission ne durait que quelques minutes par jour ? Comment pourrait-on avoir un système d'alarme installé sur la technologie CPL si la surveillance ne se passait que quelques minutes par jour, donc il suffirait en fait de tabler sur une intrusion en dehors de l'émission des signaux CPL. C'est évidemment complètement abracadabrant, c'est impossible. L'envoi est bien en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours au niveau de la technologie, les câbles, les fils et appareils électriques ne sont pas prévus pour transporter des radiofréquences. Hormis si vous avez une installation blindée, donc la majorité des cas de figure de nos installations électriques en France ne sont pas blindées, eh bien cette technologie utilisée, nos appareils, nos câbles, nos fils ne sont pas prévus pour ces radiofréquences. Je vous rappelle également que les radiofréquences CPL du Linky sont officiellement classées potentiellement cancérigènes catégorie 2B depuis 2003 par le Centre international de recherche contre le cancer CIRC, qui dépend de l'OMS. Autre point à noter, la technologie du Linky est déjà obsolète puisque en fait ça fait déjà plusieurs années qu'elle a été créée et élaborée. Le temps de la mise en route et des installations a tardé. Donc en fait, cette technologie est déjà obsolète et le sera encore plus à la fin du déploiement des supposés 35 millions de compteurs dans 7 à 8 ans, en 2022 ou 2023. Quelques témoignages maintenant relatifs aux compteurs Linky, puisque autour de Rennes, en l'occurrence, puisque l'association travaille essentiellement avec des personnes qui sont installées sur des communes autour de Rennes. Les premiers témoignages de personnes qui ont accepté l'installation du compteur Linky sont assez édifiantes.
On retrouve des appareils électriques qui s'éteignent ou qui s'allument tout seuls. Au milieu de la nuit, un appareil électroménager, un lave-linge, un sèche-linge se mettent en route tout seuls. A contrario, des lampes, notamment l'exemple d'une personne qui m'a expliqué que sa lampe tactile, qui fonctionnait parfaitement avant l'installation du compteur, ne fonctionne plus correctement. C'est-à-dire que quand elle touche la lampe, elle ne s'allume plus et parfois elle s'allume toute seule n'importe quand dans la journée. Donc la réponse de RDF a été de signifier à cette personne que sans doute sa lampe ne respectait pas les normes européennes. La dame ne s'est pas démontée, elle est retournée dans le magasin pour indiquer au vendeur que selon RDF, la lampe ne respectait pas les normes européennes. Et bien sûr, le vendeur dans le magasin lui a certifié que sa lampe respectait bien les normes européennes. Donc c'est QFD, et que faire de sa lampe maintenant qui ne fonctionne que quand elle ne le souhaite pas. Autre indication à signaler, des départs d'incendie qui seraient dus à des surchauffes d'appareils ou même du compteur. Donc ERDF a reconnu, mais dans un cas minime, donc il minimise énormément cet inconvénient-là, que dans certains cas de figure, si une vis au niveau de l'installation du compteur n'a pas été serrée suffisamment ou correctement, il peut y avoir des départs d'incendie. C'est malgré tout quand même un problème. Alors on a également constaté, donc toujours par rapport aux témoignages qui ont été rapportés à l'association, des factures qui augmentent. Alors évidemment, vous ne voyez pas de ligne pause du compteur ou quoi que ce soit d'autre, mais constater sur la facture qui a suivi une augmentation assez curieuse, donc sans explication vraiment exacte ou qui pourrait être circonstanciée, de l'augmentation de la facture d'électricité de cette personne. Également a été constatée une obligation de changer l'abonnement du compteur. Donc quand vous vous abonnez à un compteur électrique, vous avez le droit à une certaine puissance. Eh bien, certaines personnes ont constaté que dès lors que le compteur a été installé, eh bien, leur abonnement ne suffisait plus et il leur a été donc nécessaire d'augmenter la puissance de leur abonnement. Donc évidemment, une facture plus élevée. Et également une personne porteuse d'un pacemaker qui m'a dit être sujette à des palpitations qui n'avaient pas lieu au préalable avec son précédent compteur dans son habitat. Alors il faut bien savoir que tout cela n'est pas inéluctable et que l'on peut agir. La solution au niveau de l'action qui est idéale, c'est une action au niveau des communes et des villes directement. Il faut savoir que les compteurs sont la propriété des communes et ou des collectivités locales. Ils n'appartiennent ni aux particuliers, ni aux professionnels, ni à ERDF ou ses prestataires. Les communes peuvent parfaitement s'opposer à l'installation de ces nouveaux compteurs par le biais d'une délibération en ce sens. La commune de Saint-Macaire en Gironde, avec notamment un élu qui s'appelle Stéphane Lhomme, ont été parmi les premiers à s'opposer par le biais d'une délibération à l'installation de compteurs dits intelligents sur leur commune. Donc soyez absolument convaincus, persuadés que légalement, vous pouvez tout à fait refuser au niveau des communes l'installation de ces nouveaux compteurs. À ce jour, donc nous sommes début avril 2016, 61 communes ont délibéré afin de ne pas avoir de compteurs dits intelligents installés sur leur territoire. Et chaque semaine, leur nombre augmente. Donc évidemment, il est plus simple que ce soit la commune qui fasse cette démarche, parce que ainsi derrière, vous, en tant que particulier, vous n'aurez pas à le faire. Donc évidemment, si tout le monde se met d'accord au niveau de la commune par le biais d'une délibération de refuser l'installation de ces compteurs dits intelligents, eh bien ce sera une démarche facilitée pour les particuliers et les professionnels installés sur cette commune. Maintenant, si la commune ou la ville dans laquelle vous êtes installé n'a pas fait la démarche d'interdiction, en tout cas de non-installation de ces compteurs, vous pouvez tout à fait, à titre individuel, refuser l'installation de ces compteurs Linky ou Gaspard, comme on va en parler juste après. La démarche est la suivante. Il vous faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception
à l'antenne ERDF. Alors, dans l'Ouest, en fait, il y a un service Linky qui a été créé sur Codan. Vous trouverez l'adresse sur le site web AHEVT. Vous envoyez une copie de votre courrier à la mairie. Donc, les modèles de lettres, parce qu'il ne s'agit pas de d'élaborer son propre courrier indiquant qu'on refuse le compteur. Il y a des modèles de lettres type qui ont été donc préparés par les associations, notamment Robin des Toits et Prix Artem. Vous les retrouverez également sur le site web de l'association AHEVT dans l'onglet téléchargement de documents. Donc, vous utilisez ces modèles de lettres-là en remplaçant bien évidemment les coordonnées par vos noms, prénoms, adresses, etc. Et vous envoyez en recommandé avec accusé de réception votre souhait de refuser le compteur Linky. Vous allez en fait recevoir un courrier de RDF qui vous redit évidemment tous les arguments comme quoi le compteur est sain et sauf et sûr et bien sympathique et vous apporte beaucoup de bonnes choses. Et donc vous allez envoyer à ce moment-là une deuxième lettre de refus. Donc là encore, vous allez voir sur l'onglet téléchargement de documents modèle de lettre de refus numéro 2. Et normalement, à partir de là, la deuxième réponse de RDF vous indique que vous serez recontacté ultérieurement. Mais donc vous allez avoir un petit peu de répit, en tout cas tant que les choses en sont telles qu'elles sont aujourd'hui, à ce jour, en ce début avril 2016. Vous pouvez également apposer une affichette sur votre compteur mentionnant votre refus fait par courrier recommandé. Donc il en existe plusieurs modèles qui circulent sur internet. J'en ai mis un sur le site de l'association. Même chose, en téléchargement de documents, vous trouverez un modèle de flyer, d'affichette que vous pouvez apposer sur votre compteur. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à informer dans votre quartier ou à toutes les personnes que vous connaissez de cette technologie qui va donc être installée, qui a commencé à être installée dans nos villes et nos communes. Libre à vous, bien évidemment, de choisir cette installation ou pas, mais ce qui est important et ce que souhaite vraiment l'association, c'est vous informer. Donc que vous soyez conscient de ce que vous potentiellement risquez en acceptant l'installation de ce compteur. Donc l'idée n'est pas de vous convaincre de refuser, mais bien de le faire si vous acceptez de le faire en toute connaissance de cause. Donc Linky, ce n'est que le début. Évidemment, les autres compteurs, donc à part l'électricité, de gaz et d'eau, sont partis également sur des notions de compteurs dits intelligents, donc de compteurs communicants. Alors si l'on veut parler quelques instants du compteur Gaspard, donc également joli petit nom fort sympathique, le compteur Gaspard, lui, va remplacer votre compteur actuel situé à l'extérieur et va communiquer par GPRS vers des antennes relais, donc vers les institutions du gaz. Donc il n'y a pas de technologie CPL. Évidemment, on n'envoie pas d'informations informatiques au niveau du gaz à l'intérieur de votre habitat. Donc on va simplement, si je puis dire, envoyer des ondes de type téléphonie mobile supplémentaires depuis chaque compteur, depuis chaque habitat. Donc vous imaginez, en fait, c'est comme si vous avez un téléphone portable installé à la place de votre compteur qui va en permanence communiquer avec un concentrateur de quartier ou concentrateur de ville, selon la structure qui a été adoptée au niveau de votre ville ou de votre commune, pour communiquer par GPRS vers GRDF. Donc cette technologie-là, c'est la même chose pour les compteurs d'eau. Donc compteurs d'eau qui vont être remplacés ou qui ont déjà été remplacés dans certains cas sans que les gens le sachent, communiquent déjà à distance via GPRS, donc technologie l'identique de la technologie de la téléphonie mobile. En résumé, en acceptant la technologie des compteurs Linky, Gaspard et des compteurs d'eau, vous allez avoir pour chaque habitat 3 compteurs communiquant par champ électromagnétique hyperfréquence.
plus le CPL qui est insufflé sur votre installation électrique, donc dans tous les habitats. Et là, je ne parle que des maisons. Donc vous imaginez dans les bâtiments, dans les immeubles, où sont installés ces trois compteurs au niveau des appartements dans les immeubles. Voilà, il faut que vous ayez bien en tête cette image-là, et c'est exactement en fait ce que souhaitent les différents opérateurs, je dirais énergie, puisque l'idée est de constituer ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire un quadrillage technologique intelligent permettant de communiquer avec tous les appareils à terme, tous les appareils électroménagers de votre habitat. Donc évidemment, vous avez déjà des opérateurs énergie qui piaffent d'impatience pour vous proposer des offres commerciales de surveillance, par exemple de surveillance de votre habitat, et bien d'autres, hein, de télécommande à distance, donc de la domotique, de télécommande à distance de vos appareils électroménagers par le biais de puces RFID. Donc à terme, tous les appareils électroménagers seront équipés de puces RFID de manière à offrir la possibilité, via la technologie CPL insufflée sur l'installation électrique, de pouvoir donc envoyer des signaux pour télécommander vos appareils à distance. Alors sur le papier, ça peut paraître tout à fait sympathique et intéressant voilà, en termes de technologie, l'aspect pratique, etc. Mais n'oublions pas notre santé. N'oublions pas non plus l'impact de la diffusion d'informations qui nous sont personnelles et privées sur les réseaux, ces réseaux de téléphonie mobile. Les hackers sont capables de hacker justement un système comme l'hydrolienne au large d'Ouessant. Vous imaginez bien qu'ils vont être également capables de récupérer les informations qui vont circuler au niveau de notre habitat. Alors, on va se projeter dans un habitat absolument très moderne, avec de la domotique partout, une porte de garage motorisée, des fenêtres effectivement aussi ou des volets roulants qui sont motorisés. Et bien, par ce système-là, n'importe qui d'un petit peu pointu en informatique pourra tout à fait ouvrir votre porte de garage, ouvrir vos volets roulants et, s'il le souhaite, rentrer chez vous. Donc en fait, il y a vraiment plein d'aspects au-delà de l'aspect santé. Il y a l'aspect sécurité des données. Alors même si la CNIL est évidemment sur le sujet, en vigilance, rien ne vaut la vigilance de chacun au niveau de nos données personnelles. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à vous dire sur le sujet, tant cette nouvelle intrusion au niveau des informations de nos habitats et sur les impacts de notre santé sont grands. Je voudrais vous donner en conclusion de cette présentation qui, je l'espère, vous aura apporté un certain nombre d'informations peut-être que vous ne connaissiez pas. Donc je vous rappelle le site web de l'association AHEVT, où vous avez un certain nombre de documents qu'il est possible de télécharger. Si vous adhérez à l'association, donc pour nous soutenir et soutenir notre action d'information sur notre environnement, donc pour les adhérents, vous pourrez recevoir la newsletter et les actualités récentes. En l'occurrence, il y a des articles qui passent dans la presse, donc qui sont mis sur le site web et donc qui sont communiqués aux adhérents. Il y a une aide, également un accompagnement, par exemple, à des personnes âgées qui n'ont pas Internet, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un certain nombre de personnes au niveau de la population qui ne sont pas concernées par Internet et les progrès technologiques d'Internet. Donc en fait, toutes ces personnes-là qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas surfer sur Internet ne pourront pas accéder à cette communication, ne serait-ce que ERDF ou GRDF ou compteur d'eau, de leur communication par la technologie web. Ce sont donc des personnes qui vont avoir, s'ils l'acceptent, les compteurs communicants installés, mais qui auront les informations comme avant, à l'ancienne, sur papier. Alors une association particulièrement intéressante à mon sens qui est ASEF, l'Association Santé Environnement de France, et qui regroupe plus de 2500 médecins sensibles justement à la santé, mais en termes d'environnement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de notable, particulièrement intéressant donc à mettre en avant.
Je vous parle également du docteur Bellepomme, qui est un cancérologue de plus en plus connu, puisqu'il s'intéresse maintenant depuis plusieurs années aux impacts des champs électromagnétiques sur notre santé et notamment sur la prolifération des cancers. Également donc l'association Robin des Toits, qui est bien connue pour ses actions, donc évidemment au niveau des champs électromagnétiques, des antennes relais et désormais des compteurs dits intelligents. Le CRIREM, qui est un organisme indépendant qui publie des informations et des mesures et des préconisations, donc également au niveau des champs électromagnétiques, a noté qu'une étude du CRIREM a été détournée par ERDF dans sa signification, de manière à faire en sorte qu'elle soit positive sur l'émission de champs électromagnétiques des compteurs Linky, alors qu'elle ne l'était pas. Et enfin, pour terminer, l'association PRIARTEM, l'association des électrosensibles de France, qui mène de nombreuses actions et qui soutient au quotidien bon nombre d'électrosensibles. Voilà ce que je pouvais vous dire au travers de cette vidéo que j'espère avoir été la plus complète possible. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement des demandes de précision, ou alors déjà commencer par aller voir sur le site web à HEVT, donc les nombreuses informations et actualités qui s'y trouvent. L'adresse mail harmoniedespace@gmail.com. Merci également donc aux personnes qui seront intéressées par mon activité en feng shui traditionnel, mais surtout en géobiologie, donc avec éventuellement la demande de mesures de champs électromagnétiques dans votre habitat, ou le diagnostic complet des nuisances présentes dans vos locaux ou habitats, et l'harmonisation d'une façon générale de vos espaces privés et professionnels. Je vous dis harmonieusement vôtre, les solutions existent, n'hésitez pas à vous en servir, et je vous dis au plaisir d'une prochaine vidéo d'information sur cette thématique ou sur d'autres. Au revoir.